Nous voilà un peu plus au sud de Limoges pour tester la toute nouvelle Triumph Daytona 660. Et pour les aigris qui pensent que c'est une remplaçante à la 675, vous vous trompez. Il faudra vous plonger un peu plus profondément dans l'histoire du modèle. Et ça, je m'en occupe juste après le générique. La nouvelle Triumph Daytona 660, oui, énormément de gens ont réagi sur son nom parce que ce sont des gens qui s'intéressent à une période qui se situe entre 2009 et 2014 à peu près et qui disent que la Daytona doit être une super sport sur base de Street Triple, mais c'est pas tout à fait le cas. Rappelez-vous, si on remonte un peu plus loin dans le temps, il y avait la Daytona 955i, il y avait une 750, il y avait une 650, il y avait une 600. Et toutes ces motos, qu'est-ce que c'était? Eh bien tout simplement des roadsters avec des carénages, et ça n'avait rien à voir avec la sportive qu'on a connue plus récemment. Donc ceux qui s'arrêtent simplement au nom de cette moto pour dire qu'ils n'en veulent pas, je vous conseille quand même de revoir votre jugement. Donc cette moto, elle est sur la base de la Trident. Elle reprend pas mal d'éléments, notamment de son châssis, mais on ne peut pas dire que c'est simplement une Trident avec des carénages, parce que le moteur est 17% plus puissant, et surtout il a une plage d'utilisation, un régime moteur qui est 20% plus important qu'avant. Donc on a un changement de caractère moteur, c'est un changement complet. Ensuite il y a des équipements tels que les freins qui changent pas mal. Sur la Trident on avait des étriers à fixation axiale Nissin. Ici on se retrouve avec des étriers à fixation radiale. Et même s'ils sont estampillés Triumph, ce sont effectivement des produits qui sont fabriqués par un sous-traitant. Et même si on n'a pas voulu nous le dire, il suffit de regarder les inscriptions qui sont à l'arrière. Ce sont des éléments J-Juan, équivalents à ceux qu'on pourrait trouver sur les KTM et les Husqvarna d'entrée de gamme, qui font fabriquer leurs étriers de frein au même endroit, aussi avec leur marque à eux inscrite dessus. Et ces freins, il n'y a même pas de doute à avoir. Même si le maître cylindre est axial, ils freinent extrêmement bien. Si bien que la fourche n'arrive pas à suivre. La fourche est quand même souple, elle n'a pas de réglage et on se retrouve assez vite, si on freine très fort, à trouver le fond de la fourche. On arrive à taper en butée et ensuite la moto se met à dribbler en entrée de virage. Ce qui n'est pas forcément confortable, mais c'est aussi quelque chose qui intervient quand même tard. Il faut déjà attaquer pas mal, il faut freiner fort et tard pour pouvoir se rendre compte de ce phénomène-là. À l'opposé, on a l'amortisseur qui lui aussi est un peu souple. On a un réglage uniquement en précharge et il se trouve qu'avec quelques clics de précharge, pour un pilote de mon gabarit, on a mis 3 clics de plus sur la précharge pour essayer de modifier un peu la géométrie de la moto et aussi pour la faire réagir moins vivement sur les petits chocs. Ce qui fait qu'en entrée de virage, j'avais l'impression d'avoir un peu plus d'engagement sur la roue avant qui permettait de tourner un petit peu mieux. Et en dehors de ça, la suspension, ben, ça reste une suspension d'entrée de gamme. On ne fera pas de miracle avec. Côté levier de frein, j'étais assez convaincu de la puissance. En tout cas, on avait du répondant. Seulement, il y avait tellement de répondants que très souvent, un moindre petite touchette de levier pouvait déjà faire un mouvement de fourche. Donc, pensez à bien régler votre garde de ce côté-là pour ne pas avoir un levier qui réagit trop vivement. Moi, j'ai essayé toutes les positions et je pense que vers 3-4, c'était ce qui me correspondait le mieux. Mais là, c'est un avis personnel. Chacun a sa façon de freiner sur une moto. L'ABS sur cette moto, c'est un ABS Continental normal qui n'a pas d'action sur l'angle, tout simplement parce qu'il n'y a pas de
centrale IMU à l'intérieur de la moto. Donc la moto ne sait pas quel est son angle d'inclinaison ou autre. On fonctionne sur un ABS standard. Il y a un contrôle de traction sur cette moto qui fait aussi office d'anti-wheeling. Et enfin, on a des modes moteurs qui se commandent assez facilement avec le guidon gauche qui vont soit sur pluie, route ou sport. La différence entre sport et route n'est pas énorme, mais il y en a une. Je me suis rendu compte que les gaz reprenaient un peu plus vivement sur sport. Le ride-by-wire de cette moto a été amélioré. Sur la Trident, on avait un peu de latence entre l'ouverture des gaz et la réponse, tout simplement parce que sur la Trident, il y avait un seul capteur qui contrôlait l'ouverture des 3 papillons. Et là, ils ont mis 3 capteurs sur le tricylindre qui permet d'avoir une réponse plus rapide de la poignée et plus confortable. Donc on a une meilleure impression. Moi, j'ai pas senti de lag du tout. J'étais vraiment convaincu par la précision de ce système qui est de bonne facture pour le coup. Je vous le disais, le régime moteur utilisable de cette moto, il est de 20%. On a maintenant du couple qui est disponible de 3000 à plus de 11 000 tours. Je vous mets en surimpression une sélection de la courbe de couple et vous voyez que c'est constant pratiquement du début à la fin. Ce qui fait qu'on a une moto qui va être très facile à emmener et qui sera un avantage pour le débutant. Si on oublie une fois de changer une vitesse en entrée de virage, il nous restera quand même suffisamment de couple pour en ressortir. On était en ville. On a fait quelques déplacements à 30-50 km/h et là il n'y a même pas besoin de se forcer à mettre une deuxième. On peut évoluer en troisième en toute souplesse, vraiment sur le couple, ce qui permettait d'avancer un peu sans se soucier de sa boîte de vitesse, ce qui était plutôt pas mal. L'inconvénient de ça, c'est que lorsqu'on va attaquer, qu'on va monter le rythme, on va plus trop savoir où on se situe au niveau des vitesses parce que le moteur monte, on ne sait pas si on est loin du rupteur ou pas. On va quitter la route des yeux pour s'en assurer et on devra changer de vitesse. Ça, c'est le revers de la médaille lorsqu'on a une plage de couple aussi importante et aussi plate que celle-ci. Ce tableau de bord permet de voir le rapport engagé. Il est composé d'une partie LCD et d'une partie TFT. C'est pas aussi complet qu'un écran TFT de grand format, mais la petite partie TFT est facile à utiliser. Avec les 4 flèches qu'on a sur le guidon gauche, on peut naviguer dans les menus et choisir différents affichages avec, dans ce cas-là, le rapport engagé qui sera dans le LCD. Mais si on souhaite avoir un rapport engagé affiché en plus grand, on peut le mettre sur le TFT. Il y a aussi un contour numérique ainsi qu'une jauge à essence. Donc on a un tableau de bord qui est quand même complet pour une moto de ce prix-là. Côté boîte de vitesse, moi j'ai beaucoup aimé sa manipulation. On a une bonne précision de changement de vitesse. Par contre, l'embrayage lui est actif sur une très courte plage. Donc on a vraiment que le bout des doigts qui sert pour le changement de vitesse. On s'y habitue très bien, je vous rassure, il n'y a aucun problème avec ça. Côté position, on n'est pas sur la même position que la Trident, tout simplement parce que ce n'est pas un guidon qui est monté sur l'été de fourche de façon traditionnelle, ce sont des demi-guidons. Mais ce ne sont pas des bracelets qui sont fixés sur les tubes de fourche, ce sont des bracelets qui sont fixés au-dessus des tubes de fourche. Ce qui fait que la position n'est pas extrême, on est sur une position qui est détendue, qui est utilisable au quotidien et les bracelets sont assez ouverts, donc on n'a pas non plus une position trop fermée, on a de la place pour se placer et pour avoir pas les coudes qui touchent les genoux en permanence. Ça c'est plutôt confortable et ça confirme la cible quotidienne de l'utilisation de cette moto. Un autre point important pour les ingénieurs de Triumph, c'est que la moto doit avoir une bonne qualité perçue. Et là, on se retrouve avec une moto qui a une finition qui est relativement soignée, avec plein d'alignements qui jouent, qui sont vraiment bien faits. Et on a même tout ce qui est câblage pour les commodos qui sont tirés à l'intérieur des têtes de fourche. Je vais vous mettre des images en incrustation. Comme ça, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas vraiment de câble qui dépasse. Tout est soigné. Il y a des caches à peu près partout. On n'a pas un câble qui traverse l'ensemble de la moto, à l'exception du câble d'embrayage qui est toujours plus compliqué à placer. Donc il y a une qualité perçue, on est bien, et il y a même les rétroviseurs qui sont très bien placés, on a une excellente rétrovision avec cela, et la bulle qui est installée, elle est peut-être pas suffisamment haute pour mon gabarit, mais elle est déjà assez bien installée, elle a une forme qui convient pour éloigner le vent. Après, pas de miracle, c'est pas une routière, elle n'est pas faite pour enchaîner 300 km dans la journée, donc toute proportion gardée, on a une bonne bulle et de bons rétroviseurs qui sont bien adaptés au modèle. Donc cette moto, elle sera disponible à partir de la première moitié d'avril au prix de 10 395 francs. Mais attention, à ce prix-là, vous aurez la version Snowdonia White. Si vous la souhaitez
en noir satiné ou en Carnival Red, il faudra ajouter 120 francs. De même, si vous souhaitez brider la moto, il faudra acheter un kit de bridage et le faire installer par votre garage pour que celle-ci soit à 35 kW et qu'elle soit compatible avec le permis A2 ou A limité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être prévenu lorsqu'on publiera un nouvel essai. Et toutes mes impressions de conduite seront aussi disponibles sur le site gratuitement. Entre-temps, je vous propose de vous abonner à notre Instagram, là parce que vous saurez lorsqu'on est en voyage et on répond volontiers à vos questions sur nos essais. À bientôt sur la chaîne Acide Moto.